Merci beaucoup aux organisatrices du colloque. C'est un grand plaisir d'être ici à Nantes. C'est ma première fois. Mais j'étais très content de voir la rue de notre hôtel, puis la salle ici, la rue Jacques Berthe, qui est un très grand orientaliste, qui est aussi ami de mon père. Donc, je lui ai envoyé une photo de la rue, il était très content. Je vais vous parler de Recontact. Donc, c'est un sujet quand même assez restreint. Puis merci beaucoup, Sandra, pour l'avoir mentionné et donc introduit un peu ce sujet. C'est un peu un sujet de l'heure aujourd'hui. La question de Recontact. Je ne vais pas parler ici de retour de découvertes fortuites ou de découvertes pertinentes suite à une analyse disons, du whole genome sequencing, etc. Mais plus on réinterprète ce qu'on a découvert il y a quelque temps et là on décide de prendre on va décider si ou non on va recontacter le patient pour l'informer de la nouvelle réinterprétation. Et donc bien sûr ça a des enjeux mais ça a aussi certaines opportunités dont je vais vous parler. Et c'est aussi une réflexion. Pour être honnête, c'est quand même assez récent comme discussion. Il y a quelques travaux qui ont été faits là-dessus, quelques écrits, mais c'est quand même assez récent. Juste ce mois-ci, l'ACMG, l'American College of Medical Genetics and Genomics, est sorti avec un points to consider. Ils ne sont même pas prêts à donner des recommandations en tant que telles, mais un points to consider. Même chose avec l'American Society of Human Genetics. Et tout ça juste au mois d'avril. Donc, vous voyez comment c'est récent. Je vais un peu introduire le sujet, mais vous parlez aussi de l'angle qui est souvent pris dans ces discussions, c'est l'angle du devoir. Et donc, ça nécessite un peu une discussion, je vais faire brièvement de la relation patient et médecin dans le contexte génétique, mais je vais vraiment m'attarder à toute la question des obligations des médecins traditionnels envers les patients, mais de voir aussi s'il y a un moyen ou une possibilité d'intégrer un potentiel devoir de recontact parmi ces différentes obligations-là. Et je vais terminer avec quelques points qui sont aussi des points de réflexion, un peu plus pour le futur, puisque, comme je vous dis, c'est un sujet quand même assez récent. Donc, ça soulève aussi plusieurs questions, incluant des questions au niveau de santé publique. Vous avez vu ces dispositifs, je la répète, mais c'est un point quand même assez important. Lorsqu'on parle de ces enjeux-là, souvent on se pose la question, mais c'est quoi le contexte dans lequel on est? Et c'est important parce que lorsqu'on parle d'informations ou de données génétiques, on parle souvent de responsabilisation, d'autonomie. Et le fait que les individus, maintenant, avec ces informations-là, vont être capables de prendre des décisions très importantes pour leur santé, c'est sûr que, bon, c'est vendeur, mais il y a aussi, bon, les contraintes au niveau technologique, au niveau de l'information, au niveau de la compréhension de l'information, qui jouera un rôle aussi important. Et vraiment, la génétique vient vraiment changer la façon dont on pense au diagnostic. Généralement, un patient va consulter un médecin en présentant un ensemble de symptômes qui sont traités avec un plan de traitement. Les symptômes, eux, peuvent changer, mais généralement, ce qu'on soulève beaucoup, c'est que le génome d'un patient ne change pas. Bien sûr, les informations qui sont contenues dans ce génome sont très, très vastes. Ceci étant dit, et c'est le sujet de ma présentation, à mesure que la science génétique avance, ce que nous savons, la signification des variantes évolue avec le temps. Et ça, c'est très vrai lorsqu'on parle d'outils comme le whole genome sequencing, lorsqu'on parle de whole exome sequencing, lorsqu'on parle de panels multigènes. On a beaucoup d'informations. On est en train d'essayer de comprendre leur importance, leur applicabilité à l'individu et à sa santé. Mais il y a un autre point aussi très important. J'ai pris ça du film 2001 Space Odyssey. C'est moi qui ai mis l'iPhone en passant. C'était pas dans le film. Stanley Kubrick ne serait pas très content. En tout cas, l'idée ici, c'est vraiment de parler. On parle d'outils qui nous permettent d'avoir de l'information, mais aussi, de plus en plus, on a des outils connectés qui nous permettent de partager l'information.
Et ça, c'est un élément assez important pour nous de tenir en compte lorsqu'on parle d'obligations futures au niveau du recontact. On peut toujours dire qu'il y a des barrières en termes de suivi, en termes de... Mais si on a aujourd'hui de la technologie qui nous permet de pouvoir approcher les patients de manière plus facile et plus fluide, je pense que ça va venir amener un peu plus de complexité dans notre réflexion. Ce contexte-là, ou ces éléments importants aussi, posent des enjeux au niveau de la responsabilité. Et on voit de plus en plus un nouveau recours, un nouveau type de recours judiciaire, la faute professionnelle en génomique. Sont souvent, bon, la plupart d'entre elles sont utilisées aux États-Unis. Bon, c'est des poursuites qui ont tendance à être très risquées, longues et complexes. Et bien sûr, cette menace au niveau de la responsabilité va jouer un rôle important sur la mise en œuvre de la médecine génomique. Et d'après des articles plus récents, en 2018, Gary Marchant a écrit un article assez important où il a proposé le fait que, bon, même en médecine génomique, on parle de médecine défensive, vu le nombre croissant de poursuites qui sont faites présentement. Donc, un exemple, juste pour pouvoir commencer la discussion, un patient intente une action en justice pour des blessures ou des dommages, résultat d'un manquement à mettre à jour des résultats génétiques. Et bon, comme on a présenté un peu plus tôt, bon, les résultats peuvent être réinterprétés. Si on prend par exemple des variantes incertaines ou bénignes qui peuvent être classées dans le futur comme pathogènes ou probablement pathogènes, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, est-ce que les médecins ont une obligation juridique de recontacter le patient ou un ancien patient? C'est un autre point assez important, afin de l'informer des résultats qui sont classifiés, reclassés. Et est-ce que la loi canadienne, d'une manière ou d'une autre, applique-t-elle un tel devoir? Donc, au lieu de parler de responsabilité, ce que j'aime pas souvent faire, parce que c'est très circonstanciel, on va devoir voir, bon, c'est quoi la cause, le type de faute, ainsi de suite. Je préfère discuter de cela sous un angle un peu plus d'obligation. Okay? Mais pour pouvoir comprendre ça, il faudrait aussi prendre en compte c'est quoi la relation du médecin-patient ici. Et un des points assez importants, c'est cet aspect de patient aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est toujours notre patient? Est-ce que c'est un ancien patient? Est-ce qu'on est en génétique? Souvent, c'est une spécialisation, c'est souvent des consultations, une référence qui est faite. Est-ce qu'on on est toujours le médecin traitant en tant que tel? Et les tribunaux canadiens soulignent deux facteurs critiques. La première, est-ce que le patient et le médecin se considèrent subjectivement comme étant dans une relation? Médecin-patient, est-ce que les soins continus du médecin sont-ils nécessaires dans les circonstances? Et le point aussi très important, c'est que la génétique rend cette portée de la relation un peu plus indéterminée. Si on parle d'un résultat, par exemple, d'un test génétique, mais ça peut être un sujet de préoccupation pour le patient tout au long de leur vie. Et peuvent aussi nécessiter, tout dépendant de l'âge, du contexte, un suivi qui continue. Et c'est particulièrement pertinent aujourd'hui, comme on l'a mentionné avec le cas des séquençages du génome entier et du séquençage de l'exome entier. Il y a aussi une complication, mais je ne vais pas vraiment rentrer trop dans les détails, lorsque les patients sont transférés ou référés. Bon, les tribunaux, eux, vont examiner un très grand nombre de facteurs pour déterminer si la relation médecin-patient a pris fin, notamment si ça fait conforme aux bonnes pratiques médicales et déontologiques. Donc, on ne peut pas délaisser un patient tout simplement. Il faut s'assurer que le patient continue à avoir un suivi. L'autre élément important, puis ça va être extrêmement important au niveau du recontact, c'est qu'il y a c'est pas vraiment seulement le médecin en tant que tel qui est impliqué. On parle aussi de laboratoires qui souvent sont ceux qui vont proposer ou informer le médecin d'une réinterprétation. L'autre chose aussi importante, ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est que les généticiens eux-mêmes ont des relations qui sont très épisodiques avec les patients. Et bon, le médecin traitant en tant que tel, si c'est un médecin de première ligne, si c'est un médecin généraliste, n'a pas souvent les connaissances avancées en génétique. Donc, qui sera la personne ou l'individu responsable du recontact en tant que
bon, généralement, la nature des obligations du médecin fait en sorte que ce serait eux, généralement, ceux qui vont être les responsables, c'est eux qui vont avoir le lien avec le patient. Et ceci m'amène à discuter, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, des obligations. Donc, lorsqu'on parle d'obligations de médecin, on parle généralement de 4 différentes obligations au niveau canadien, au niveau québécois aussi, au niveau provincial, mais je pense que c'est quand même assez universel. On parle d'obligation de diagnostiquer et de traiter, l'obligation d'informer, l'obligation de suivi, l'obligation de confidentialité, l'obligation aussi au secret professionnel. Je vous dirais que celle qui va être la plus importante pour nous dans ce cas-là, ça va être l'obligation de suivi. Je vais quand même mentionner les autres, simplement pour vous donner une idée un peu de certains enjeux qui viennent avec. Donc, l'obligation de diagnostiquer implique une obligation de faire preuve de prudence et de poser un nouveau diagnostic lorsque les circonstances le justifient. Okay? Les diagnostics peuvent être réalisés en utilisant la méthode appropriée à un moment donné. C'est souvent ce qu'on va faire. Si on a un cas spécifique, on ne va pas regarder c'est quoi la méthode aujourd'hui, mais bien c'est la méthode au moment où le diagnostic a été fait. Et aussi, bon, mes collègues juristes aussi, vous le savez, un mauvais diagnostic ou une erreur ne signifie pas nécessairement une négligence ou une faute. Okay? Donc, si le médecin en tant que tel ne possède pas l'expertise nécessaire pour traiter une maladie, le devoir de diagnostiquer devient alors un devoir de référer. Et les médecins doivent être vigilants quant à la possibilité d'un diagnostic erroné dans ce cas-là. Si le traitement échoue, le devoir de diagnostiquer devient un devoir de rediagnostiquer. Ça, si on parle au niveau général. Mais dans le contexte génétique, c'est un peu différent. Ces obligations indiquent le devoir du médecin de, premièrement, ordonner des tests génétiques lorsque la situation le justifie, mais aussi de référer les patients s'ils n'ont pas de connaissances génétiques spécialisées. Puis, bon, ce qu'on voit aujourd'hui un peu au niveau de la littérature, c'est que les médecins n'ont pas l'obligation de rediagnostiquer ici, parce que les médecins peuvent observer une détérioration généralement des symptômes durant le traitement, mais ne rencontrent pas des mises à jour d'interprétation génétique de la même manière. Souvent, on parle de réinterprétations qui sont faites dans 1, 2, 3 ou 4 ans, là, si c'est le cas. Et bon, ça revient un peu à notre question de tantôt, au niveau de savoir s'il y a toujours une relation qui existe entre le patient et le médecin. Au niveau de l'obligation d'informer, cette obligation inclut aussi une obligation de répondre aux questions qu'un patient pourrait avoir suite à un traitement. Bon, il faudrait voir là, s'il y a des... j'en ai pas vu au niveau canadien, mais ce serait bien de voir le nombre de personnes qui reviennent voir leur médecin. Un des gros problèmes qu'on a, c'est les délais qui existent aujourd'hui. J'avais parlé avec une résidente en médecine génétique, puis il me parlait au niveau adulte. Si ce n'est pas quelque chose d'urgent, ça prend 2 ans. Imaginez-vous le délai qui existe là. Je parle du Québec. Ça peut être un peu différent dans les autres provinces, mais ça prend beaucoup de temps. La possession d'informations critiques, surtout au niveau des risques pour la santé, crée un devoir de divulgation de la part du médecin. Et en particulier, si la relation médecin-patient n'est pas explicitement terminée. Et un changement de signification d'un test génétique pourrait être analogue à la découverte d'un nouvel effet de médicament. Mais il y a aussi des obstacles très importants. Bon, premièrement, les médecins ne seront probablement pas au courant des modifications d'interprétation des tests, puis celles-ci ne sont pas signalées de la même manière que les événements, par exemple, indésirables liés aux médicaments. L'autre point aussi qui est très important, c'est qu'il y a aussi une difficulté de prouver que le dommage a été causé par l'absence de suivi. Okay? Donc, au niveau de la causalité aussi, c'est un point assez important. Bon, l'obligation que je considère importante ici, c'est l'obligation de suivi. Et cette obligation comprend le devoir de contacter les patients pour assurer la continuité des soins. Et les médecins peuvent utiliser un système de gestion informatique pour s'acquitter complètement de leur devoir de suivi. L'autre point aussi important, c'est que l'obligation de suivi peut inclure le devoir de demander aux patients de prendre des mesures supplémentaires. Et c'est ici un cas assez important. Si dans le futur, vous allez voir, je donne un peu ma conclusion maintenant, mais dans le futur, s'il existe un devoir légal ou juridique de recontacter, le point le plus important, c'est de savoir est-ce qu'on a accès aux patients, surtout si c'est des anciens patients. Et un des éléments, les points à considérer que la CMG aux États-Unis propose, c'est l'importance de pouvoir demander aux patients de mettre à jour, par exemple, leur adresse d'une manière assez fréquente pour permettre ce suivi-là si jamais le temps devient propice.
généralement, l'obligation suivie, on parle d'une obligation qui est limitée au retour des résultats des tests ou au partage d'instructions post-traitement. Mais il n'est pas clair si le devoir de suivi nécessite aux médecins d'informer les patients que la signification de leurs résultats génétiques peut changer avec le temps. Okay? Donc, ça touche un peu aussi à l'obligation d'informer. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous, par exemple, lorsqu'on va faire un test, d'informer le patient en lui disant, écoutez, on vous donne présentement ce qu'on croit qui est la signification, ce qui est la signification selon la science d'aujourd'hui, mais prenez en compte que c'est possible que ce soit réinterprété dans plusieurs années. Donc, il y a encore un débat aujourd'hui à savoir, parce que si on le fait, on va devoir aussi déterminer c'est qui est responsable. Est-ce que ça va être le médecin qui va devoir, dans 3 ou 4 ans, recontacter ou revoir ou essayer de réinterpréter ou de réanalyser? Est-ce qu'il y a un devoir ou un duty to hunt, comme on dit en anglais, pour ces questions-là, ou est-ce que ça va être au patient, puisqu'on l'a informé, de mettre à jour, par exemple, leur adresse, mais aussi de recontacter eux-mêmes le médecin pour savoir, bon, est-ce qu'il y a un changement? Donc, c'est des questions qu'on a aujourd'hui. C'est un peu l'inverse. L'obligation de suivi, au lieu que ce soit activement du médecin vers le patient, c'est un peu passif. Donc, ce serait à voir. Le devoir de suivi, une des questions qu'on a présentement, c'est le devoir de suivi serait-il affecté par les outils d'aide à la décision clinique qui existent aujourd'hui, et qui pourraient informer les médecins de l'évolution des classifications des variantes. Okay? Donc, on a parlé ça un peu plus tôt. Lorsqu'on a des outils qui vont nous informer ou nous permettre d'avoir les informations d'une manière un peu plus claire, détaillée et rapide, est-ce que ça va créer un changement? Et si de tels systèmes sont développés et sont efficaces, c'est un autre point qui est important, est-ce qu'ils pourraient faire partie de soins standards et, bien sûr, vont devoir être soumis à une révision judiciaire dans des accusations de négligence. L'obligation de confidentialité, je vais parler très rapidement. Et l'obligation de confidentialité vient ici dans le cas où le recontact pourrait être créé suite à une analyse d'un patient qui n'est pas votre patient, mais un patient qui est, par exemple, dans un membre de la famille d'un autre patient. Et de savoir, bon, à quel point on va être capable de recontacter, pas non seulement basé sur l'information qui traite du patient lui-même, mais un membre de sa famille. Et au Québec, on a l'affaire Waters versus White, qui est quand même un cas assez unique. C'est peut-être une des seules jurisprudences québécoises en matière de responsabilité au niveau génétique. Puis, bon, c'est un cas à la Cour supérieure où la Cour supérieure a créé une obligation d'informer les membres de la famille. Puis ça a été renversé à la Cour d'appel, où la Cour d'appel a dit l'obligation d'informer demeure simplement avec le patient et non avec les membres de la famille. Et le point le plus important qui a été mentionné, c'est le devoir de confidentialité devra être respecté. Mais les faits de ce cas-là datent des années 70. Okay? Donc, vous voyez un peu, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. En Angleterre, c'est un peu différent. Il y a un cas qui est présentement suivi, ABC contre Saint-Georges, qui laisse ouverte la possibilité qu'un médecin ait le devoir d'avertir les membres de la famille. Et dans ce cas-là, c'était un patient qui avait la maladie de Huntington, et l'idée ici, c'était de devoir d'avertir la fille enceinte que son père avait, en fait, la maladie de Huntington, qui a un risque de transmission à son enfant. Donc, pour résumer, il n'y a pas aujourd'hui d'antécédent ou de précédent juridique clair au Canada appuyant un devoir général de recontact dans le contexte de la génétique, mais il peut exister dans le futur un devoir de recontact dans certaines situations, selon moi, particulièrement lorsque les informations génétiques sont facilement disponibles et qu'il est raisonnable de contacter le patient. Ce concept de raisonnabilité est souvent utilisé présentement dans les politiques les plus récentes. Là. Je pense que c'est tout à fait compréhensible. Un devoir de recontact aura probablement peu d'effet aujourd'hui, du moins jusqu'à ce que des mécanismes soient mis en place pour faciliter la disponibilité d'informations sur le reclassement des variantes génétiques. Et un autre point aussi important, c'est que les tribunaux hésitent encore de créer une obligation
au niveau de la génétique. Et ça, c'est ce que la Cour nous dit dans l'affaire Waters versus White, la Cour d'appel. Les coûts sociaux d'une telle obligation pourraient s'avérer prohibitifs. Cela pourrait servir de dissuasion à l'entreprise de travaux médicaux dans les domaines où il existe des risques génétiques. De plus, le duty to warn annoncé par le juge, c'est le juge de la Cour supérieure, pourrait transformer la relation médecin-patient telle qu'elle est actuellement comprise. Ce que la Cour ou les tribunaux, pour l'instant, préfèrent, c'est une discrétion au lieu d'une obligation, lorsque ça a trait à des divulgations de risques génétiques. Quelques points pour terminer la présentation. On parle souvent aujourd'hui du débat de devoir, mais on ne parle pas beaucoup de pouvoir. Et si les médecins doivent assumer la responsabilité de recontacter les patients dans un contexte génétique, souvent on masque la question de est-ce qu'ils peuvent s'acquitter d'une telle obligation aujourd'hui. Et un devoir de recontact pourrait être justifié que si les avantages des nouvelles informations génétiques l'emportent sur les risques de retour. On parle aussi beaucoup aujourd'hui d'un système de santé apprenant où l'information est fluide, même au niveau de la clinique vers la recherche et vice-versa. Si le recontact devient un jour plus répandu, il y a plusieurs questions qui nécessitent une résolution. La première, c'est qui sera contacté? Est-ce que ça va être seulement... plusieurs de ces questions-là sont des questions qu'on a traitées au niveau des retours des découvertes fortuites et incidentes, mais je pense qu'ils vont avoir un effet aussi important, puis on va certainement apprendre de ces expériences-là, mais ils vont avoir un effet important ici. Qui sera contacté? Est-ce que c'est des patients? Est-ce que c'est des spécialistes? Est-ce que c'est des médecins de soins primaires? Et aussi, quel est le bon seuil d'importance médicale justifiant un recontact? Bon, peut-être qu'il y a certains exemples qui sont assez importants. Si on parle de quelque chose de bénin qui devient pathogène, c'est peut-être clair, mais dans d'autres cas, ce ne l'est pas. Et on peut toujours parler de politique ou de recommandation, mais s'il n'y a pas de seuil qui est proposé, au moins comme début, ça pourrait être problématique. Il y a un risque de surcharger les patients d'informations aussi. C'est peut-être bizarre de pouvoir mentionner ça, surtout que les gens parlent souvent de vouloir connaître et de savoir, mais aussi le droit de ne pas savoir. Et si on parle de recontact, il faudrait aussi garder en tête l'importance du consentement initial là-dessus et savoir aussi comment le faire. Donc, il y a ce qu'on peut, mais aussi comment. Et bien sûr, qui fera la reprise de contact? Un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup j'imagine, c'est très possiblement le cas dans différentes juridictions, mais on n'a pas beaucoup de généticiens là, au Canada. Moins de conseillers en génétique. Et l'autre problématique qu'on a, c'est que nos conseillers en génétique ne sont pas reconnus juridiquement. Donc, moi, personnellement, je peux me présenter comme conseiller en génétique, ce qui est problématique. Il n'y a pas de reconnaissance juridique et de protection juridique. Et donc, on voit de moins en moins de conseillers en génétique au Canada, ce qui est problématique parce que si on parle de reprise de contact dans nos politiques ayant trait à ce type de communication, c'est important d'inclure les conseillers en génétique, mais il faut aussi les outiller pour pouvoir le faire. Finalement, juste pour conclure, je vais terminer avec ça. Ça vient du Economist en 2012. Vous voyez clairement, là, le site c'était Squeezing Out the Doctor. Je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui de moins en moins, ou de décentralisation, disons, des soins. Mais je pense aussi, dans un cas comme celui-là, au niveau du recontact, il est très important de garder en tête plusieurs avenues. On parle seulement du médecin aujourd'hui, mais dans quelques années, ce ne sera plus le cas. Il faudrait qu'on parle de plus en plus de l'impact des outils qui vont être utilisés pour ce type de communication-là, mais aussi comment pouvoir permettre à d'autres professionnels de la santé de jouer un rôle aussi plus important. Et ça nécessite également qu'on leur donne des outils, mais qu'on leur donne aussi des reconnaissances légales, surtout au niveau de la délégation. Merci beaucoup.